Alors retour sur le plateau de Bretagne Matin, on va maintenant sans transition parler, comme je vous le disais, de e-thérapie avec Sophie Maillard. Bonjour. Bonjour. Vous nous arrivez, vous, de Saint-Malo, précisément pour nous parler de cette nouvelle tendance, on va l'appeler comme ça, de consultation à distance. Alors déjà, qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de e-thérapie ? Alors ce terme de e-thérapie, j'appelle ça la visioconsultation, je trouve le terme un petit peu concret, concerne particulièrement la thérapie à travers Internet, on peut utiliser Skype ou d'autres modes. Voilà, c'est la visioconférence qui est déjà utilisée dans pas mal de domaines, la formation, l'enseignement universitaire, voire des fois des expertises lors de procès peuvent se faire par visioconférence. Des participations à des émissions comme Bretagne Matin par exemple. Nous avons Jean-Michel qui est avec nous via Skype pour ne pas le citer. Alors là, ça permet donc à des patients qui ne seraient pas à proximité de leur psychologue ou psychothérapeute. Par exemple. C'est ça en fait l'idée ou alors il y a d'autres raisons, d'autres motivations? Il y a de plus en plus de personnes pour qui c'est un mode assez banal, donc les demandes se développent de ce côté-là. Mais c'est très important quand une personne déménage qu'elle puisse garder son thérapeute, ou les personnes qui sont à 50 ou 70 km d'un psychologue, ou alors, et particulièrement au début c'était particulièrement pour ça, les personnes à mobilité réduite, les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Oui, alors ça leur permet d'avoir donc accès via Internet donc à des consultations. J'ai lu beaucoup de témoignages aussi qui disaient que c'était plus simple parce qu'il y a des fois le regard du psychothérapeute ou du psychologue qui peut gêner, ou même le regard des autres, on sait et on voit par exemple dans des petites communes que l'on va chez le psy et ben, quelque part le fait de rester derrière son ordinateur, ça a aidé à plus de discrétion. Ça peut libérer la parole aussi ou... Ça peut permettre à une personne qui n'est pas prête à se déplacer jusqu'à un cabinet avec une personne, ça peut être un premier pas. Tout à l'heure, j'ai oublié de citer les expatriés. 4 millions d'expatriés, c'est très important pour eux, d'autant plus que souvent, ils se sentent mieux avec un thérapeute de leur pays d'origine plutôt qu'un thérapeute qui peut éventuellement traverser les mêmes problématiques qu'eux en tant qu'aussi expatriés. Il y a certains points positifs aussi, peut-être de trouver plus facilement des spécialistes qu'il n'y aurait pas dans la ville tout simplement où on habite. Aussi. Et puis beaucoup de personnes ne vont pas voir le psychologue de leur commune, par discrétion, vont un petit peu ailleurs. Voilà, donc voilà pour les effets positifs, en tout cas qui peuvent attirer vers l'e-thérapie. En revanche, comment ça se présente, comment ça se passe très concrètement? Vous avez des rendez-vous aussi qui sont pris, enfin comme si c'était dans un cabinet, une durée fixée, comment ça fonctionne? Oui, nous on propose la même durée, on propose la même façon de travailler. Nous faisons particulièrement encore plus attention au langage non verbal et paraverbal, que l'on peut atteindre à travers cet outil. Il est très important aussi que la personne sache qu'il y a un vrai cabinet derrière avec des personnes qui peuvent les recevoir, qu'ils viennent ou pas, qu'ils puissent ou pas. En tout cas, quand ils passent par là, s'ils le souhaitent, c'est très important qu'ils sachent qu'ils peuvent aussi avoir affaire aux personnes directement. Et pour la consultation en elle-même, alors comme vous le disiez, vous faites attention évidemment aux mots, mais alors aux gestes aussi, puisqu'on voit l'image, c'est très important ce qu'on peut dégager avec ses mains par exemple. Déjà, on est très attentionné de visu, mais à travers Internet, d'autant plus, puisque quand même, dans la relation, on perd certaines choses qu'on essaye de rattraper autrement, pour effectivement qu'ils puissent s'opérer une alliance thérapeutique et qu'un vrai travail de mise au travail thérapeutique puisse se faire. On a vu le côté positif. D'un point de vue plus négatif, j'imagine quand même qu'on a peut-être, pour certains en tout cas, plus de mal à se livrer aussi face à un écran, c'est plus froid. Pour certaines personnes, ça peut être plus froid, ça dépend. Les personnes des dernières générations sont tellement habituées dans les relations sociales ou autres que ça ne leur pose pas obligatoirement problème. On ne trouve pas exactement la même chose à travers l'e-thérapie que dans un cabinet. C'est important de savoir qu'on peut toujours se déplacer pour des professionnels qui ont rencontrer vraiment la personne. Il y a une autre tendance, on en parle très rapidement parce que le temps continue à tourner évidemment, c'est ces applications. On a de plus en plus de smartphones avec la possibilité de télécharger plein de choses et notamment des applications un peu psy où j'ai un coup de blues, je regarde, je dis un peu dans quel état d'esprit je suis et on me renvoie des conseils. Qu'est-ce que vous en pensez de ces applications ? Je pense que tant que les personnes qui utilisent cet outil ne sont pas trop fragiles ou influençable, pourquoi pas, c'est un outil comme un autre. De toute façon, c'est là, il faut faire avec. Donc,
le plus intelligemment possible. On est plus du côté du développement personnel, d'une certaine forme éventuellement de conditionnement. Ça n'a rien de vraiment thérapeutique. Il n'y a pas d'alliance thérapeutique qui se passe dans la relation humaine. Donc c'est tout à fait autre chose. C'est un gadget, mais qui peut avoir ses dérapages si une personne l'utilise en le prenant au pied de la lettre, comme s'il avait affaire à une personne en face de lui. Et oui, alors je vous remercie pour toutes ces précisions déjà. Je vous invite maintenant, alors rien à voir, puisqu'on va parler de complètement autre chose, je vous le disais en tout début d'émission, nous allons aller nous promener du côté du pays de Questembert, mais avant de parler justement de ce qui se passe du côté de Rochefort-en-Terre, j'ai un autre reportage à vous proposer. Il s'agit un petit peu d'un reportage lié à l'actualité. On est à la fin de l'année, vous le savez tous, décembre, c'est la distribution des fameux calendriers, et bien découverte de celui qui a un petit peu développé justement sa distribution par les facteurs. Je veux parler de François-Charles Auberture, un imprimeur, petit imprimeur à l'origine, mais devenu richissime. Une exposition lui est consacrée à l'écomusée du Pays de Rennes. Catherine Jonot et Thierry Bouilly y sont allés. Regardez. Auberture, un nom qui restera dans l'histoire. C'est François Charles qui ouvre le premier chapitre de cette success story familiale et industrielle qui durera plus de 100 ans. Venu de Strasbourg, l'imprimeur installe vers 1850 son atelier place du Parlement à Rennes. Les machines à vapeur gênant le voisinage, il déménage vers les faubourgs rue de Paris. Au plus fort de l'activité, près de 1400 salariés y travaillent. Aucune technique n'est négligée pour fabriquer livres, affiches et le fameux almanach du facteur. C'est lui qui invente l'industrialisation de cette production. Et il a un réseau de diffusion tout trouvé à travers les facteurs, y compris les facteurs ruraux. Le résultat, c'est que cet almanach se trouve assez rapidement dans tous les foyers français, grâce également à son innovation technique, qui est la lithographie, une image qui plaît beaucoup aux gens. Avec un sens inné du commerce, le patron décroche le marché de l'impression des déclarations d'impôts, celui des horaires des chemins de fer, et au 19e, celui des titres et des actions, qui débouchera plus tard sur l'impression très sécurisée des billets. Mais Auberture, c'est aussi une gestion paternaliste des salariés, la messe, du sport obligatoire et des avantages sociaux. Il va mettre en place un service médical gratuit qui s'étend aux membres de la famille de l'ouvrier qui est à l'imprimerie. Et il met en place un système de retraite auquel l'ouvrier ne cotise pas. C'est lui qui paye tout. Il souhaite encourager l'épargne ouvrière pour que les ouvriers ne soient pas démunis en cas d'accident. Les Auberture seront conseillers municipaux, propriétaires de plusieurs demeures autour de Rennes. Férus de sciences naturelles, les petits-fils constitueront des collections exceptionnelles d'insectes et de papillons, léguées au Muséum d'histoire naturelle de Londres et Paris. La grande histoire, elle continue. Auberture, mise en liquidation judiciaire, sera rachetée par des actionnaires. La famille a fait place à l'économie mondialisée. Alors direction maintenant Rochefort-en-Terre, comme promis avec notre invitée Véronique Van de Broek. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venue avec plein d'images et on va les découvrir avec vous parce qu'il se passe plein de choses à Rochefort-en-Terre. Vous n'allez pas me dire le contraire, vous travaillez à l'Office du tourisme. Exactement. C'est normal. Alors on connaît Rochefort-en-Terre, la petite cité de caractère, mais alors on la visite beaucoup l'été, mais l'hiver aussi a priori. Oui, l'hiver, on a 5 semaines d'illumination en fait. C'est une initiative qui a été prise en 2000 par l'Union des commerçants, qui a été reprise l'année suivante par la mairie de Rochefort-en-Terre en 2001 avec un changement de municipalité. Et donc on a désormais 30 km de guirlandes, 3500 LED allumés. Et ça représente d'une part beaucoup de travail pour les équipes techniques. Il y a un mois de travail de préparation d'installation des guirlandes, avec 2 personnes à temps plein qui montent sur la nacelle, installent. Et puis après, on a 5 semaines pour recevoir les gens qui visitent Rochefort-en-Terre. Si autant de moyens sont déployés depuis une quinzaine d'années, et si ça se perpétue d'année en année, c'est que ça vaut le coup. Ça vaut le coup et puis c'est devenu une deuxième saison pour Rochefort-en-Terre. On a une saison estivale qui est très satisfaisante. On a des commerces qui étaient auparavant ouverts juste sur la saison estivale et qui maintenant sont ouverts également en décembre pendant ces 5 semaines. On a un développement du commerce aussi grâce à ça, et du tourisme. Et oui, alors donc un apport économique indéniable, parce que comme on le voit, on peut aller se balader, les commerces sont ouverts, le Père Noël est ravi, c'est ce que nous disait tout à l'heure Jean-Michel. Mais alors on peut aussi visiter la ville autrement, avec toutes ces lumières, il y a des visites guidées. Oui, alors l'Office de tourisme organise des visites guidées. On a des groupes qui commandent déjà à l'avance, et nous on fixe également des rendez-vous, donc les mercredis pour une visite de 3/4 d'heure, et on parle de l'histoire du château dans le parc du château. Et puis le vendredi et le samedi à 16h,
16 heures. On a aussi une visite plus longue, 1h15, 1h30, qui présente toute l'histoire de Rochefort. Alors on voit bien sûr le château, mais on va à l'église et puis on parle de l'histoire des personnages qui ont fait l'histoire de Rochefort. Ah oui, alors parmi les personnages qui ont fait l'histoire de Rochefort, vous parliez du château, il y avait une sorcière dans le château. Il y a Naya la sorcière. Alors ça, c'est un personnage particulier. Naya, c'est une personne qui a vécu à la fin du 19e, début 20e, qui vivait, alors qui avait un petit peu cette réputation de sorcière parce que elle avait soi-disant le don d'ubiquité, on la voit très bien en photo ici, donc le don d'ubiquité, elle pouvait lire dans les mains, elle savait guérir avec les plantes, c'était vraiment un personnage mystérieux pour les habitants de Rochefort, et donc ce qu'on voit à l'image, c'est un petit livre qui est sorti récemment en fait, qui a été traduit par Stéphane Battine, qui est éditeur sur Questembert, qui a repris les écrits de Charles Géniaux, qui avait fait tout un travail d'explication sur qui était Naya et comment il l'avait rencontrée. Charles Géniaux est venu à Rochefort-en-Terre, a rencontré Naya, et donc c'est vraiment inspiré de ce personnage pour en faire une histoire. Un personnage qui a maintenant son musée, un musée assez particulier quand même. Alors oui, elle a donné son nom au musée. C'est pas le musée de la sorcellerie, c'est plutôt un musée d'art contemporain sur un art qui est plus dans l'imaginaire fantastique. Alors on a des grandes pointures. À l'origine de ce projet, c'est Patrice Hubert et Emmanuel Van Houtegem qui sont artistes tous les deux. L'un est sculpteur, l'autre est plus peintre et dessinatrice. Et donc, ils ont d'abord un très grand réseau d'artistes internationaux qu'ils ont sollicité pour créer à Rochefort un musée de l'art un peu futuriste et puis d'un art, je dirais, plus onirique. Voilà. Très surprenant. On a vu quelques images, ça interpelle. On s'imagine pas du tout avoir ça à Rochefort-en-Terre. Ça amène un complément vraiment, une autre dynamique que Rochefort-en-Terre qui est assez traditionnelle avec le patrimoine bâti. Et là, on est plus vraiment dans l'art avec une ambiance qui vous emmène ailleurs un petit peu. Donc vous voyez, là sur cette image, il y a même des mariés qui sont venus faire des photos dans le musée. Et donc on voit là les œuvres de Patrice Hubert. Ah, très surprenant. Je ne sais pas si Jean-Michel, quand il est allé se promener il y a 2 jours, comme il nous le disait en début d'émission, est-ce que vous avez vu ce musée, ce Naya musée ? Non, il y avait un petit peu de monde, je dois avouer, c'était très agréable. Non, j'ai savouré plutôt une très bonne idée des canons à neige. Ils ont installé des canons à neige et c'est très très amusant. Bon, au fil de la balade, j'ai pu déguster le vin chaud. Bon, certes, la caudalie de ce vin n'est pas vraiment un souvenir impérissable, mais le vin est quand même, ma foi, fort bon, même si, bon, on dit la phrase traditionnelle qui commence à nous énerver, pas gna gna gna. Mais en tout cas, c'est une journée, une balade fantastique, et je conseille vivement d'aller un peu rêver là-bas. Et c'est la seule chose que je peux dire. J'ai passé un excellent moment, il n'y avait pas trop de monde, pas trop bousculé, et voilà. Et les canons à neige, très bien, très amusant. Alors je vous jure, nous n'avons pas payé Jean-Michel. Je tiens à le préciser. En tout cas, effectivement, ça a l'air d'être the place to be, en tout cas the place to go pour la fin de l'année. Une bonne idée de visite. Alors Jean-Michel, vous aviez la parole, je vais vous la laisser quand même. Est-ce que vous avez une initiative locale que vous souhaitez mettre en avant ? Non, c'était plutôt un remerciement. Je peux même citer un nom, Madame Laurence Girondeau-Bourbon, qui organise énormément de choses dans sa commune de Grandchamp. Et c'est surtout un grand coup de chapeau à toutes ces petites occasions de sortir dans tous les petits villages de Bretagne, Elvin, Grandchamp, Plescope, tout ça. De tous ces gens qui s'occupent de nous distraire avec des troupes professionnelles et amateurs de peinture, bien sûr, de théâtre, d'activités, et comme par exemple justement Rochefort-en-Terre, qui est vraiment un site exceptionnel. Et donc je trouve ça très 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 bien de nous forcer à bouger, et la Bretagne bouge, et elle va continuer à bouger. Et vous avez raison, parce qu'effectivement on parle de Rochefort-en-Terre, mais alors à l'image même du pays de Questembert, il se passe plein de choses, parce qu'il n'y a pas de Père Noël à Rochefort-en-Terre, mais il y en a peut-être dans les alentours. Oui, il y a des Pères Noël qui se promènent un petit peu, qui vont faire des distributions vraisemblablement, et puis pas mal d'animations autour de Noël. Il y a un marché de Noël médiéval à Rochefort-en-Terre, il y a des animations sur Questembert, il y a eu un spectacle de Noël à l'Arrêt, enfin c'est innombrable. On a une liste... Des idées de sorties nombreuses. Ah, Sophie, vous vouliez... Moi je suis très interpellée par Naya la sorcière, qui peut-être de son temps était une sorte de confrère. Et je me demandais si vous avez pu retrouver son savoir, ses savoirs, son savoir-faire. Apparemment, elle était soigneuse, herboriste.
Alors je pense que le savoir, il est transmis. Après, il y a des générations de personnes qui se transmettent ce genre de savoir. J'ai pas connaissance d'héritier de Naya en tant que telle, mais par contre, les gens du musée précisent que son esprit est toujours quelque part dans le parc du château. Il doit y avoir en plus des informations dans le fameux petit livre que vous avez apporté. Exactement, d'ailleurs, on peut le donc il montrer. est ici, aux éditions Stéphane Batigne, Naya la sorcière de Rochefort-en-Terre de Charles Géniaud. C'est un petit livre qui fait 6 €. Il y a une quarantaine de pages, c'est très intéressant.